Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Valérie Borde, je suis journaliste scientifique, fondatrice du Centre Déclic. Depuis 2019, nous donnons des conférences vulgarisées avec des chercheurs pour faciliter des dialogues en personne entre les scientifiques et le public. Avec la Covid, on a passé une partie de nos conférences en ligne, mais on espère quand même pouvoir redonner beaucoup de conférences en personne. J'espère que vous allez quand même aimer votre présentation. Le Centre Déclic est principalement soutenu par les fonds de recherche du Québec et cette conférence est présentée et organisée avec le GRIL, le groupe de recherche interuniversitaire en limnologie, dans le cadre de son programme Dialogue Menaces sur les lacs. Alors aujourd'hui, je suis avec François Guillemette. Bonjour François. Bonjour. Je vais vous le présenter brièvement avant de lui donner la parole. Donc, François est originaire de Saint-Jérôme. Alors, il ne vient pas d'une famille de chercheurs, hein. Sa mère était pharmacienne, son père travailleur de la construction. Il a 3 enfants dont on ne sait pas encore ce qu'ils feront dans la vie. François, grand amateur de pêche à la mouche, a commencé donc un bac passage quasi direct au doctorat en biologie à l'UQAM, avant de faire son postdoc en Suède puis en Floride et de devenir donc professeur en écologie aquatique à l'UQTR en 2016. Depuis 2020, il est aussi titulaire de la chaire de recherche UQTR en écologie du Saint-Laurent. Il est membre de 3 regroupements, le GRIL et le Centre Rive, mais François est également membre du pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre. Voilà, j'ai réussi à le dire, qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Donc, François, on va parler du lac Saint-Pierre aujourd'hui, comme on l'a expliqué dans le précédent webinaire, on va revenir un petit peu là-dessus. Le lac Saint-Pierre, c'est quand même très particulier pour plusieurs raisons. Est-ce que vous pouvez d'abord nous le situer? Oui, bien, en fait, le lac Saint-Pierre, c'est un grand lac fluvial là, entre Sorel-Tracy et Trois-Rivières, comme on voit sur la carte ici. Il y a plusieurs lacs fluviaux sur le Saint-Laurent, donc le lac Saint-Louis, le lac Saint-François. Il y en a d'autres aussi plus en amont, là, entre le lac Ontario, le lac Saint-François, le lac Saint-Lawrence, le lac Iroquois, donc quelques-uns aussi là. Mais chez nous, plus près de chez nous, on travaille beaucoup sur le lac Saint-Pierre, qui est un très grand lac fluvial ici, qui fait environ 32 km de long par 14 km de large. Donc, vous voyez un peu l'étendue, c'est une espèce de petite mer, je dirais, un peu fermée là, chez nous, d'eau douce là, à proximité de Trois-Rivières. Ce qui est particulier dans le lac, c'est que les eaux du lac se mélangent pas vraiment, hein. C'est important de bien comprendre ça. Oui, absolument. En fait, quand on regarde ici la belle photo aérienne, hein, qui n'a pas été modifiée, là, mais on voit vraiment bien des couleurs. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a plusieurs masses d'eau ou cours, si vous voulez, de rivières qui coulent dans le lac Saint-Pierre. Donc, au centre, on a l'eau verte qui vient des Grands Lacs. Donc, une grosse partie de l'eau du lac Saint-Pierre vient en fait du lac Ontario. Il va s'écouler jusque dans l'estuaire ensuite, évidemment, qui est creusé hein, pour laisser passer les navires, donc par la voie maritime. Et ensuite, on se retrouve sur les côtés, c'est les différentes couleurs qui correspondent aux différentes masses d'eau provenant de différentes rivières agricoles, la rivière des Outaouais aussi au nord, hein, qui est une grande rivière là, qui vient qui est constituée de beaucoup d'eau brune. Donc, on voit vraiment l'eau brune au nord, là, si vous voulez. Ensuite, on voit les petits panaches, par exemple, ici, si vous regardez sur la photo, là, au nord, sur la rive, il y a une petite espèce de petite turquoise là, très pâle, qui est l'apanage agricole de la rivière du Loup. Donc, vous voyez ici comment ça ne se mélange pas bien. Pour 2 raisons. Là, la cinétique du courant, en fait, tasse les masses d'eau, les ramène sur les rives, puis il y a aussi une densité de l'eau aussi qui empêche ce mélange-là efficacement. Et donc, on peut maintenant voir dans un paysage fluvial comme celui-ci, ici, des masses d'eau qui vont courir côte à côte sur des centaines de kilomètres. Et chacune des D'accord. masses d'eau, ensuite, peut avoir leur propre couleur, leur propre composition chimique, leur propre polluant à l'intérieur. La présence de ce lac, elle n'est pas nouvelle, hein. Ce lac-là a déjà été même encore beaucoup plus grand. On l'appelait le 6e grand lac. Pouvez-vous nous expliquer un peu son origine? Oui, en fait, l'indépendance qu'on a, c'est qu'il y a une espèce de bouchon vaseux, si vous voulez, là, dans le coin de Québec. Et ce fameux bouchon-là, à un moment donné, a fini par lâcher, donc a vidé un peu toute la vallée du Saint-Laurent. Mais au départ, c'était l'ensemble de la vallée qui était couvert sous l'eau. Et on l'appelait le lac Lamtilis. Et ce nom-là est resté pour une des moules ici qui vit dans le lac Saint-Pierre, la fameuse moule Lamtilis. Si vous la voyez sur la photo à gauche, là, avec les petits stries, donc assez facilement reconnaissable. On peut en capturer là, des mortes souvent sur les berges.
D'accord. Et le Lampsilis, c'est aussi le nom d'un navire qui joue un rôle vraiment extrêmement important pour l'étude scientifique du lac Saint-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, absolument. En fait, vous avez compris la connexion. Hein? On a nommé le navire en fonction du lac Lamslis. En gros, c'est un navire de recherche qu'on a à l'UQTR. Donc, vous voyez un peu la forme, peut-être un peu étrange, si vous voulez, là, du navire sur la photo ici. Qui est un catamaran, en fait, qui nous permet de faire deux choses. De un, de pouvoir avoir une flottaison très, très peu profonde, donc un tirant d'eau très peu profond, qui nous permet d'aller un petit peu plus dans les berges. Et donc, si on regarde sur la photo à gauche, ou le graphique à gauche, ce qu'on voit ici, c'est une relation qu'on appelle une relation allométrique, donc entre deux traits, si vous voulez, deux facettes d'un individu, dans ce cas-ci des navires. Et donc, vous avez la longueur du navire en bas et par le tirant d'eau que vous voyez à votre gauche. Et vous avez la relation entre les deux. Hein. Donc, généralement, plus un bateau est long, plus il va nécessiter un tirant d'eau profond pour pouvoir naviguer. Il faut regarder ici, par rapport à sa longueur, hein, le Lantilis a un tirant d'eau très, très peu profond, là, d'à peine presque 2 mètres seulement. Et donc, c'est une caractéristique principale qu'on avait besoin pour aller échantillonner dans le lac Saint-Pierre. Et évidemment, ce navire-là a aussi constitué d'aluminium, donc encore plus léger pour, bon, encore une fois, ne pas aller trop profond au niveau du tirant d'eau, mais aussi pour se déplacer rapidement là, sur le lac Saint-Pierre, parce qu'on a besoin de faire beaucoup d'études rapides dans la journée, par exemple, etc. Vous êtes combien sur ce navire-là, généralement? Donc, on est environ 20 à 25 personnes au total, ce qui comprend l'équipage. Donc, un équipage de 7-8 marins, par exemple, avec le capitaine, avec les membres d'équipage, le mécano, le pêcheur en arrière qui s'occupe de l'engin de pêche au complet. Et donc, je dirais, pour les chercheurs, là, entre 10 et 15, c'est pas mal le maximum qu'on peut accueillir. À un moment donné, c'est quand c'est pas mal serré là, au niveau D'accord. des laboratoires à l'intérieur. Il y a 8 places à coucher, donc généralement, l'équipage scientifique, on va devoir débarquer aux différents ports d'attache chaque soir pour aller coucher, par exemple, dans un hôtel, etc. Mais dans la journée, évidemment, on peut faire toutes les activités qui sont nécessaires. Là. Et en plus, à l'intérieur aussi, bon, on verra dans les défauts tout à l'heure de laboratoire, mais il y a aussi des salles de conférence, une salle à dîner, donc on peut aussi changer, former des étudiants, par exemple, qui est un des objectifs de faire la science aussi académique. On a un chalet de pêche à l'arrière qui permet de faire de la pêche aussi dans le Saint-Laurent, dans le lac Saint-Pierre, etc. Et au final, bien c'est ça, on peut faire des missions qui vont durer entre une semaine jusqu'à un mois, par exemple, là, de manière D'accord. courante avec le bateau. D'accord. Vous avez donc, vous l'avez dit brièvement, là, deux vrais laboratoires à bord du Lampsilis qui sont des laboratoires aussi bien équipés que s'ils étaient sur votre campus, finalement. Oui, exactement. Donc, pour petite anecdote, en fait, les laboratoires du navire ont des noms de laboratoires comme sur le campus principal de l'UQTR. Donc, c'est des vrais laboratoires, des vrais espaces reconnus par l'institution. Et donc, on a un laboratoire humide d'une part, où on voit des photos aussi en mode, je dirais, poisson, lorsqu'on doit, par exemple, aller à la pêche, prélever des échantillons de poissons, de muscles, etc., pour faire différents types d'analyses, hein, mesurer les polluants à l'intérieur, ou aussi la bien environnementale, si on veut savoir un peu ce qu'on retrouve Oui. etc., dans l'eau. Donc, on va faire ça dans la partie qu'on voit ici avec du bas, où on va avoir un laboratoire super propre. Donc, ici, c'est plus en mode vaisselle qu'on appelle, là. Je fais toujours un peu la blague avec Gilbert, où ici, on va être très, très propre, faire l'ADN pour faire les suites contaminants dans l'eau. Tout ce qui est analyse bactériologique aussi va se faire dans ce mode-là, plutôt vaisselle. Donc, on a ici ce laboratoire humide-là. Et ce qu'on voit sur les photos, c'est un autre laboratoire qui est un laboratoire sec, où on a plusieurs instruments scientifiques, par exemple, permettant d'avoir la position du navire, la profondeur, les consondeurs, des incubateurs aussi, un congélateur à moins 80 pour prélever et préserver des échantillons moléculaires d'ADN pour faire l'analyse par la suite. Donc, on a toute cette infrastructure-là à bord du navire qui nous D'accord. permet d'aller chercher les échantillons et les sécuriser là, pour analyse future. D'accord. Quel genre de mission est-ce que vous avez faites jusqu'à présent avec le Lampsilis? Oui, en fait, on fait des missions. Je pense que l'idée, là, dans les dernières années, c'est d'avoir, je dirais, offert le LAMSIS comme une plateforme de recherche flottante ouverte à la communauté québécoise. Et donc, ce que ça implique, ça, c'est un changement de paradigme un petit peu par rapport au passé, où on appelle des missions un peu plus dédiées. Là, maintenant, c'est d'avoir des missions plus ouvertes, plus multidisciplinaires, si vous voulez, où
on va toucher à l'ensemble des problématiques, par exemple, qu'on retrouve dans l'eau. Donc, on va regarder, par exemple, les communautés de poissons, c'est quoi leur diversité, est-ce qu'on a des contaminants à l'intérieur, est-ce qu'on trouve aussi des contaminants, hein, par exemple, comme des pesticides, des médicaments, des hormones, des microplastiques, ce genre de choses-là dans l'eau, mais aussi dans les poissons. On va regarder aussi tout ce qui est les questions des nutriments, donc, hein, qui peuvent favoriser l'eutrophisation, les microbes dans l'eau aussi qu'on peut retrouver, les bons comme les moins bons, ceux qui nous rendent malades, et aussi bon, de caractériser l'ensemble du paysage fluvial. Donc, on a étendu beaucoup le terrain de jeu du Lantilis. Avant, on n'allait pas passer bon, le lac Saint-François qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on se rend jusqu'au lac Ontario. Donc, on va un peu à la naissance, si vous voulez, du fleuve, et on va descendre comme ça jusqu'à Capuna pour avoir aussi D'accord. une idée de ce qui se passe dans la zone de transition estuarienne entre l'eau douce et l'eau salée. D'accord. Quand on pense à la vie dans le fleuve, on ne pense pas tout de suite hein, aux bactéries, pourtant, parce qu'ils font partie donc des choses que vous étudiez, les microbes. Pourtant, il y a des choses vraiment importantes dans le fait d'étudier ces bactéries-là. Alors pourquoi vous les regardez particulièrement? Oui, c'est une bonne question, on la pose souvent. Comme microbiologiste qui étudie les microbes dans l'environnement, l'idée derrière ça, je pense, la première chose, c'est que les microbes, par leur petite taille, leur taux de génération rapide, vont réagir très fortement et rapidement à l'environnement. Donc, souvent, si on veut suivre un des compartiments de la vie aquatique, en regardant les microbes, on a une première indication rapide de ce qui va se passer. Hein. L'autre chose, c'est qu'on sait aussi qu'ils sont à la base du réseau trophique, donc vont transformer les éléments nutritifs, croître, par exemple, et manger ensuite hein, par les organismes supérieurs pour faire monter cette énergie-là dans la chaîne trophique. Les bactéries vont respirer aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire, par exemple, du CO2, du méthane, qui sont des gaz à effet de serre importants. Donc, on dégrade la matière organique, on produit ces gaz-là. Donc, comprendre la dynamique des gaz en milieu aquatique, c'est important pour différentes raisons. On sait aussi, par exemple, qu'il y a des ondes anoxiques qui se développent tranquillement dans l'estuaire du Golfe Ça, Saint-Laurent. c'est des endroits où il y a peu d'oxygène, hein, c'est ça? Oui. Exactement. Et donc, l'anoxie, hein, le manque d'oxygène est souvent une conséquence de la transformation par les microbes, la dégradation de la matière organique, qui consomment de l'oxygène pour produire du CO2. Donc, on diminue les taux d'oxygène dans l'eau pour la vie D'accord. aquatique des poissons. Et bon, l'autre chose aussi, c'est la chose que peut-être que les gens, ou l'aspect que les gens ont un peu plus parlé, c'est le fait que les bactéries peuvent aussi, hein, les virus, rendre les gens malades s'ils sont exposés à des pathogènes. Donc, je D'accord. répète, c'est une petite proportion de la communauté totale de bactéries, mais quand même, c'est un aspect important pour la santé publique. D'accord. Puis parmi donc toutes les bactéries que vous regardez, il y a notamment la bactérie E. coli dont on a tous déjà probablement entendu parler. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le fleuve et dans Oui, le lac? ça, en fait, bon, c'est pas des choses nécessairement nouvelles, dans le sens qu'il y avait déjà des études qui avaient été faites par le passé à quelques endroits pour voir un peu le taux de contamination de colis. N'empêche que cette bactérie-là, hein, faut commencer par savoir que c'est une bactérie qui se retrouve dans l'intestin des animaux à sang chaud, comme les mammifères, on peut penser aussi par contre aux oiseaux, etc. Et ça a été utilisé de manière classique comme un indicateur biologique important de la contamination d'une masse d'eau, surtout par ces animaux-là. On pense rapidement aux eaux usées hein, des Oui. municipalités, des résidences, etc. Donc, c'est une idée de pouvoir, par exemple, tracer un panache d'un déversement d'eau usée dans le fleuve et ensuite de regarder un petit peu maintenant, est-ce que cet endroit-là peut être contaminé de manière importante pour ensuite, bon, je dirais, limiter les activités de Oui. baignade, etc. D'accord. Donc vous avez mené plusieurs missions avec le Lancelis au cours Oui, desquelles vous avez mesuré les concentrations en E. coli. Qu'est-ce exact. que vous avez observé? On voit un graphique qui résume ça, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, c'est ça. Donc d'abord, il hein, faut juste se rappeler, en fait, nous, on va à différents endroits dans le fleuve et on va prendre un échantillon d'eau et ensuite cultiver les bactéries dans le laboratoire, dans l'incubateur. Et là, le matin, on va compter le nombre de colonies formées dans les différents échantillons d'eau. Donc, ce que vous voyez ici sur le graphique à gauche, c'est le nombre de colonies qu'on va recueillir dans un volume d'eau standardisé qui est 100 ml d'eau. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est le fait où, en fait, les résultats de trois différentes masses d'eau, donc la masse du nord, qui est principalement la rivière des Outaouais, là, donc en brun ici, dans le graphique. Vous avez la masse d'eau verte qui vient des Grands Lacs et ensuite, bon, l'effluent de Montréal qu'on retrouve en bleu. Donc, rapidement, je pense que ce qu'on peut voir ici, c'est lorsqu'on est en amont de Montréal, donc dans les kilomètres, par exemple, ici, de 180 jusqu'à passer un petit peu 300, vous voyez que l'eau est très, très propre. Hein? On est quelque part
d'environ de 10 colonies par 100 ml d'eau. Et là, on voit rapidement que lorsqu'on rejette l'effluent de Montréal dans l'eau, hein, on est dans une concentration très, très élevée dans l'effluent. Et vous voyez la conséquence que ça a sur l'eau du fleuve. On pense maintenant le fameux seuil de 200 comptes ou colonies par 100 ml, qui est la limite de, normalement, où on va proscrire la baignade, donc la rendre interdite dans les endroits qui sont exposés à ce type d'eau-là. Et là, ce qu'on voit, c'est évidemment à Montréal, hein, on est quelque part dans le 500 000 et plus, vraiment au-dessus des normes, autant de la baignade que ce qui est des usages récréatifs qui sont compromis à 1000 comptes par 100 ml. On veut dire par là, c'est par exemple la pêche, le canotage, le kayak, etc. Donc, des expositions indirectes à ces eaux contaminées-là. Donc, vous voyez ici, Montréal a un impact très, très fort. La dernière chose que je vais faire remarquer ici, c'est la décroissance rapide passée de kilomètre 400. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on arrive ici, dans ce coin-là, vers le lac Saint-Pierre, tranquillement. Donc, il y a, on pense, une décroissance ou une épuration, je dirais, de la ville de Montréal. Avec Gilbert, justement, on fait souvent la blague que c'est un peu la station tertiaire d'épuration de la ville de Montréal, où on a une très, très grande diminution de colis. Et donc, on va voir le panache de Montréal environ jusqu'à le pont Trois-Rivières. Donc, sur 150 km presque, là, on aura un impact sur la qualité de l'eau de Montréal jusqu'à Trois-Rivières. D'accord. Et là, bon, on sait, on a entendu, il va y avoir probablement des améliorations à la station d'épuration de Montréal. Ça va faire en sorte que les îles de Sorel vont plus jouer ou moins jouer ce rôle de station d'épuration naturelle, entre guillemets. Donc. Oui, exactement. Donc, on tente là-bas, ou ce qui est planifié, c'est de pouvoir développer ou installer une usine d'ozonation. Donc, l'ozone, ici, va venir servir à détruire les pathogènes dans l'eau, en grande, grande, grande partie. Donc, évidemment, là, l'eau ne sera plus, en principe, contaminée lorsque l'usine sera en fonction. Donc, on espère une grande amélioration de la qualité de l'eau dans les chenaux des îles de Sorel-Berthier, dans le lac Saint-Pierre également. Et surtout si cette usine-là, maintenant tertiaire, effectivement, s'ajoute à la panoplie de traitement des eaux usées de la ville de Montréal. Un autre type de bactéries que vous regardez beaucoup, c'est les fameuses cyanobactéries. Donc, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est et pourquoi c'est important de les suivre aussi? Oui, absolument. En fait, les cyanobactéries, hein, c'est une bactérie, non pas une algue. Faire attention, des fois, on parle d'algue bleu-vert. Par contre, ils ont certaines caractéristiques, je dirais, proposales, comme la capacité de faire la photosynthèse. On en a déjà entendu beaucoup parler au Québec de cette fameuse cyanobactérie. Pourquoi? Ben, parce qu'elles arrivent dans certaines conditions d'eau chaude, où il y a beaucoup de nutriments dans l'eau, par exemple, à prendre le dessus, à dominer la communauté de phytoplancton qu'on retrouve. Et lorsque c'est en très grande concentration, certaines souches vont commencer aussi parfois à sécréter ou à produire des toxines qui peuvent être problématiques ensuite pour la vie aquatique. On sait, ces toxines-là, par exemple, peuvent tuer les poissons, peuvent aussi nous-mêmes être dommageables pour notre santé à nous. Et donc, ce qu'on s'est intéressé de faire, c'est de suivre avec le Lambsilice ces dernières années un peu le changement ou l'accroissement de ces fameuses cyanobactéries-là des Grands Lacs jusqu'à passer un peu Trois-Rivières dans le coin de Québec. Et ce qu'on a noté derrière ces recherches-là, c'est le fait que lorsqu'on quitte les Grands Lacs, un peu comme le graphique que vous voyez en haut à droite, c'est le fait qu'il y a très, très peu de cyanobactéries dans la colonne d'eau. Dans la communauté en général, on parle environ de moins de 10 de cyanobactéries dans toute la communauté de phytoplancton qui vit dans l'eau. Et lorsqu'on va vers Laval, tranquillement, on arrive dans le coin de Montréal et ensuite on traverse le lac Saint-Pierre, etc., on voit un changement radical de la communauté vers une dominance de cyanobactéries. Vers la fin, on arrive dans un coin de 40 à 50 de la communauté qui est dominée maintenant par cyanobactéries. Donc, évidemment, c'est un peu inquiétant parce qu'on se dit, là, c'est une indication de l'écosystème à un accroissement des éléments, des sels nutritifs dans l'eau, assez clairement avec ce type de résultat-là. Donc, c'est une publication qui a eu lieu, qu'on a publié il y a quelques mois seulement. Donc, c'est vraiment tout frais là, comme recherche.
D'accord. Une principale raison, hein, de l'abondance de cyanobactéries, c'est relié beaucoup à la présence de phosphore et d'azote, mais surtout de phosphore. Et ce que vous avez observé finalement avec le lampsilis, ça confirme vraiment qu'on a un problème avec ces éléments-là. Vous avez d'autres collègues au grill, hein, qui étudient le phosphore et ces phénomènes-là. Pouvez-vous nous expliquer les recherches qu'on voit à l'écran? Oui, c'est ça. En fait, on peut regarder hein, comment le phosphore s'est accumulé au fil du temps dans les bassins versants autour du lac Saint-Pierre, par exemple. Donc, on voit ici une étude qui a été réalisée là, par Jean-Olivier Goyette, qui est un étudiant au doctorat à l'Université de Montréal, qui a sous la supervision de Roxane Maranger et d'Elena Bennett. Et bon, super bel article scientifique qui est publié dans une grande revue là, prestigieuse, Nature Geosciences, en 2018. Et ce qu'on montrait un petit peu ici, c'est que lorsqu'on regarde les données historiques d'application du phosphore, de présence du phosphore dans les bassins versants, ici, bon, il y avait 23 bassins versants qui ont été suivis. Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque l'agriculture intensive a commencé à être implémentée au Québec, dans toute la région des bassins Saint-Laurent, eh bien, dès les années 50 et même les années 20, certains des bassins hydrographiques ou bassins versants du fleuve ont commencé à être déjà saturés en phosphore. Donc, il n'était plus capable de retenir le phosphore, même qu'on ajoutait de manière supplémentaire. Et donc, D'accord. ici, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a ces bassins versants-là ici qui sont saturés, que vous voyez sur la photo, très, très rapidement. Hein, on voit très, très bien en vert. Et donc, maintenant, s'ils sont saturés, c'est certain qu'à un moment donné, ils vont commencer à en excréter ou en rejeter vers les cours d'eau, donc contribuent ensuite à l'eutrophisation hein, et à la productivité aquatique des cours d'eau, mais aussi du lac Saint-Pierre en amont. Et donc, on calcule pour l'instant qu'environ, ça prendrait environ 100 à 2000 ans, imaginez-vous, pour pouvoir éliminer tous les excédents de phosphore qui ont été appliqués dans toute l'histoire de l'agriculture intensive contemporaine là, au Québec. Ah ouais, Donc, c'est énorme. c'est vraiment, on a donc vraiment un gros passif là, accumulé. Tout Oui. ce phosphore, il vient d'où en fait exactement? Oui, bien en fait, c'est ça, là, c'est une bonne question. Évidemment, il y a des sources naturelles, hein, les sols, l'érosion de la roche-mère contient du phosphore, donc il y a déjà des sources naturelles présentes. Mais le problème qu'on a beaucoup, c'est l'idée d'avoir, par exemple, les fertilisants agricoles domestiques, donc tout ce qui est engrais, compost, lisier, contiennent énormément de phosphore. Hein. On sait que c'est un des éléments limitants. L'azote, la même chose aussi pour la productivité végétale. On pense aussi à une grosse problématique aussi d'oser. Donc, par exemple, au départ, dans l'histoire du Québec, c'est assez récent qu'on traite les eaux municipales. Il y a encore même quelques municipalités au Québec qui n'ont pas encore de besoin de traitement traitement des eaux usées, pardon. Ça s'en vient, mais n'empêche que c'est beaucoup problématique. Et bon, on a commencé à mettre des nouveaux règlements ou des législations en place pour limiter, par exemple, dans les détergents, la quantité de phosphore qu'on rejette maintenant, qui sont utilisés dans ces différents produits nettoyants ou produits D'accord. détergents-là. On peut penser aussi à la déforestation, parce qu'on coupe hein, une forêt, l'érosion des sols peut apporter aussi du phosphore qui était séquestré dans les sols. Donc, il y a un paquet d'activités, je dirais, humaines qui ont mené à la problématique qu'on observe maintenant d'accroissement des cyanobactéries, du phosphore relargué, de Oui. l'azote aussi. On parle du phosphore, l'azote, une chose qui est importante aussi pour le fleuve avec l'azote, c'est le fait que ça contrôle la productivité aquatique dans les milieux estuariens, donc vers l'eau salée. Et tout à l'heure, on D'accord. parlait, par exemple, des fameuses zones d'anoxie, donc hein, peu d'oxygène. On pense qu'une partie de l'azote agricole qu'on dépose dans les bassins versants ici, qui est ensuite transporté dans le fleuve jusqu'à la zone estuarienne, peut stimuler la croissance bactérienne, sa respiration et donc diminuer les quantités d'oxygène dans D'accord. l'eau. OK. Oui, donc on voit que c'est des impacts assez majeurs. Oui, L'émission aussi à bord du Lampsilis vous permet de mesurer la couleur et la transparence de l'eau. Pourquoi c'est exact. important de faire ça? Oui, en fait, c'est une bonne question. Il y a deux réponses, il y a deux peut-être enjeux à cette réponse-là. La première chose, c'est au niveau naturel, l'eau est colorée. Hein? Si vous regardez, par exemple, une rivière, vous allez dans un lac boréal, là, dans les Laurentides, dans Mauricie, le lac est très, très foncé. C'est foncé parce que la matière organique, un peu comme du café, qui est dissoute dans l'eau, donc le café que vous buvez, est coloré aussi. Hein? Et donc, ça vient jouer sur les régimes lumineux qu'on retrouve dans l'eau. C'est un D'accord. poisson qui fait clair ou il fait noir, c'est pas du tout le même enjeu dans votre
votre habitat, dans votre capacité, par exemple, à détecter une proie, etc. Donc, ça, c'est une chose pour la couleur de l'eau. L'autre chose, c'est les matières en suspension. Donc, tout ce qu'on voit comme le laiteux, un peu, si vous voulez, là, qui souvent est indicateur, par exemple, de l'érosion des sols. C'est très, très visible lors de la fonte, par exemple, de la neige sur des sols qui sont mis à nu par l'agriculture. Donc, les rivières au printemps, ce qu'on voit un petit peu à gauche ici, des panaches très, très, très turbides. Et encore là, maintenant, bon, la turbidité, ces matières-là, ici, en suspension, qui vont se déposer, peuvent, par exemple, envahir des macrophytes, peuvent diminuer Ça, la c'est des plantes, visibilité. hein, c'est juste pour... Oui, des plantes ouais. aquatiques, Oui. exactement. Peut aussi, une chose qu'on est en train de regarder beaucoup avec Gilbert Cabana aussi, c'est de dire, est-ce que ça commence maintenant même à remplir les estomacs du zooplancton? Et là, si on commence à manger des particules en suspension plutôt que des algues, que du phytoplancton, la fameuse nourriture à zooplancton, eh bien là, on peut aussi diminuer Oui, la ça va mal production du aller, oui. zooplancton, même mener à la mortalité. Donc, il y a des enjeux aussi au niveau de la turbidité et la couleur de l'eau. Donc, c'est deux choses séparées qu'on peut mesurer avec ce que vous voyez ici sur la petite photo en bas à droite, des sondes qu'on a qui permettent de pouvoir mesurer la fameuse couleur et la turbidité de l'eau à bord du Donc, la Landsliss. turbidité, juste pour préciser, c'est le fait que l'eau soit plus ou moins trouble, en fait. C'est ce qui, quand elle est Exactement. très turbide, c'est ça qui fait comme l'eau blanche, un peu comme on Voilà. disait, quoi. Voilà. Donc, la couleur et la turbidité, c'est comme deux paramètres séparés un peu. D'accord. La OK. qualité de l'eau. Oui. Parmi les contaminants que vous regardez aussi avec le Landsliss, il y a les pesticides. Alors, comment vous utilisez les pesticides? On s'imagine que c'est dans les champs, mais vous utilisez un bateau pour les traquer. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement sur les pesticides? Oui, en fait, il y a plusieurs pesticides utilisés couramment dans l'agriculture, je dirais, d'aujourd'hui. Il y a les fameux glyphosate, les fameux Roundup que les gens ont entendu. On sait il y a des cultures maintenant de maïs de soya qui sont résistantes au Roundup, qui ont été trafiquées un peu au niveau génétique pour résister à ça. Donc, on peut appliquer du Roundup ou du glyphosate pour ensuite s'assurer de garder juste la culture d'intérêt et tuer le reste de la végétation des fameuses mauvaises herbes. Donc, ça, Oui. c'est un pesticide qu'on retrouve beaucoup dans le monde agricole qui se retrouve aussi dans l'eau. Il y en a d'autres, il y a l'atrazine qui est un autre pesticide. Les insecticides, par exemple, comme les fameux néonicotinoïdes, qui est une autre classe de pesticides, mais qui s'adaptent aux insectes. On les soupçonne à l'heure actuelle d'être problématiques pour les fameuses abeilles, Oui. donc les tueurs d'abeilles. Dans l'eau, évidemment, si on tue des insectes sur le sol, on peut aussi en tuer dans l'eau. Tout à l'heure, on parlait par exemple du zooplancton, qui, en fait, un peu, si vous voulez, une espèce d'insecte aquatique. On peut se poser la question maintenant, comment ça va affecter la croissance, la mortalité de ce fameux zooplancton-là, qui est en gros la nourriture des poissons. Donc, on peut avoir une ramification, vous voyez, assez rapidement sur la productivité du système au complet. Donc, avec l'équipe de Sébastien Sauvé, Marc Amiot, on a publié là, avec un étudiant au doctorat une étude où on a suivi les différents pesticides dans le Saint-Laurent. Donc, vous avez dans la grande figure ici en haut à droite les différents points d'échantillonnage qu'on a fait avec le Landsliss. On a suivi des transects, si vous voulez, au long des différentes masses d'eau du fleuve. Et en plus, on a suivi les pesticides dans les tributaires qui coulent dans le lac Saint-Pierre. Donc, ce qu'on voit dans le graphique en bas ici, c'est les néonicotinoïdes. Ce qu'on remarque, je vais juste faire rapidement ici remarquer, ce sont les petites étoiles. Les petites étoiles, c'est les endroits où on retrouve des néonicotinoïdes qui sont au-dessus des normes de la vie aquatique. Donc, il peut y avoir dans ces endroits-là un impact déjà mesuré dans des expériences en laboratoire, un impact sur la mortalité, par exemple, des daphnies, donc un type de zooplancton dans l'eau. Donc, ce qu'on voit sur la figure, c'est qu'il y a des endroits comme la rivière Yamaska, vous voyez ici la très, très grande barre, où on a énormément de néonicotinoïdes qui vont venir rentrer dans le lac Saint-Pierre et avoir des impacts ensuite dans le lac. On voit aussi que la rivière des Outaouais au nord, avec les petits bâtonnets rouges assez élevés, contiennent aussi des néonicotinoïdes qui peuvent, par exemple, venir même de l'Ontario. Donc, ça peut être des pesticides qui circulent dans le Saint-Laurent, qui ont aussi d'origine en aval derrière ça. Ça nous amène à un grand projet auquel vous participez pour mieux protéger le lac Saint-Pierre avec le gouvernement du Québec et également des acteurs locaux. Oui. Pouvez-vous nous en parler donc, de ce fameux pôle d'expertise? Oui, exactement. Donc, c'est une grande équipe, je dirais. Un projet super intéressant parce qu'on est
plusieurs universités. Donc, dans le projet-là, on a des chercheurs qui viennent de l'Université Laval, de McGill, aussi de chez nous, à l'UQTR. Et donc, l'idée derrière ça, c'est d'essayer de trouver une stratégie d'intervention là, pour arriver avec des nouvelles pratiques beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus, je dirais, intéressantes au point de vue environnemental, au niveau économique, puis au niveau sociétal aussi. Hein. C'est des permis qui font l'agriculture, il faut s'assurer que les agriculteurs peuvent en tirer aussi quelque chose de ce projet-là. D'accord, oui. Oui, parce que on se rappelle, hein, le lac Saint-Pierre, c'est un lac, mais c'est aussi une immense plaine inondable. Hein. Exactement. Donc, ce qu'il faut comprendre, hein, on voit sur la photo aussi, le fleuve et le lac Saint-Pierre vont déborder du cours d'eau naturel estival, disons, au printemps. Et donc, on va ici retrouver presque un tiers de superficie de plus du lac qui va se retrouver à l'extérieur de l'écoulement, je dirais, estival du lac. On parle aussi d'environ presque 2 tiers des tous les milieux humides qui existent dans le fleuve vont se retrouver dans cette fameuse zone-là inondable. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit très, très clairement ici, hein, c'est qu'on a le fleuve qui envahit le paysage terrestre et qui est maintenant, depuis plusieurs années, majoritairement agricole. Et donc, lorsque l'eau envahit ces terres-là, il peut y avoir des échanges entre le sol et l'eau, donc au niveau des nutriments, au niveau des pesticides, etc. Et ensuite, lorsque l'eau va se retirer, on peut penser que cette fameuse eau-là, maintenant un peu plus contaminée potentiellement, avec très turbide, on voit sur les photos aussi très laiteux, va se retrouver dans le lac Saint-Pierre ensuite. Et donc, on peut se poser la question maintenant, c'est quoi l'impact de cette eau-là sur l'écosystème du Saint-Laurent? D'accord. Donc, dans ce projet-là, avec ce pôle d'expertise, c'est un des aspects que vous regardez. On va commencer donc du côté de l'agriculture. Qu'est-ce que vous regardez exactement? Oui, en fait, ici, dans le fond, l'idée derrière ça, c'est de tester la faisabilité, je dirais, de différents types de cultures, de systèmes de culture. Évidemment, ce n'est pas mon domaine, mais Oui. l'idée derrière ça, c'est de dire, OK, on a fait l'écriture intensive de maïs, soya, par exemple, dans les dernières années. On laisse les sols, par exemple, à nu parce on récolte et ensuite on laisse les sols comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut tester deux choses? D'abord, par exemple, des plantes de couverture, hein, des cultures de couverture à l'automne pour protéger le sol à nu lors de l'inondation du printemps suivant. Donc, c'est une chose. De voir aussi, est-ce qu'on peut avoir d'autres types de cultures intéressantes d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour améliorer la performance agricole en agronomie, au niveau de la productivité végétale de ces zones-là qui sont humides? Il faut savoir aussi hein, que ces zones humides-là, évidemment, ou inondables, eh bien, il peut y avoir des années où l'inondation est très, très longue, donc les agriculteurs vont perdre hein, une partie de la saison de production parce qu'on peut avoir maintenant des végétaux qui sont plus intéressants, qui soutiennent ou qui arrivent à survivre lors de l'inondation puis de partir rapidement une productivité ensuite. Donc, ça, c'est une chose. L'autre idée aussi, c'est de voir, bon, est-ce qu'on peut mettre des dispositifs végétales, comme des bandes enherbées, mieux travailler sur les fossés pour s'assurer de ne pas perdre, hein, de ne pas éroder le sol outre mesure, je dirais, suite à l'inondation. Donc, toutes ces espèces d'essais-là au champ qui ont été beaucoup travaillés dans les dernières années là, par toute l'équipe d'agronomes. D'accord. Vous, le second volet, ben, ça ne vous concerne plus directement, hein, Oui. c'est l'écologie. Donc, les grands axes de recherche dans ce domaine-là, sans entrer dans le détail, qu'est-ce que vous Oui. faites En fait, ça touche un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du landscape et du lac Saint-Pierre en général. Donc, par exemple, on va regarder la qualité de l'eau, la couleur, la turbidité beaucoup. On va étudier toute la microbiologie donc, de cette plaine-là, donc ces milieux-là inondés, toute la bouffe à poissons, si vous voulez, le zooplancton, etc. Le poisson, est-ce qu'il arrive à bien se reproduire? Parce qu'on sait, la perche chaude, entre autres, qui est un gros enjeu dans le lac Saint-Pierre, le brochet, il y a à peu près une douzaine d'autres espèces qui vont dans la plaine et doivent se reproduire là, manger et retourner au fleuve ensuite comme des petits poissons vers le lac Saint-Pierre à la fin de la crue. Donc, il y a tout un cycle de reproduction, de croissance qui se passe là. Donc, on étudie beaucoup ce cycle-là. Comment on voit la migration des géniteurs hein, dans le paysage. Est-ce qu'ils vont bien se reproduire? Est-ce que les petits poissons vont pouvoir retourner le ventre plein dans le lac Saint-Pierre au printemps? On étudie aussi hein, tous les aspects écotoxicologiques quand on parlait de pesticides. Évidemment, il y en a dans les champs, donc on peut retrouver dans l'eau. C'est quoi l'impact sur la faune, la flore, etc. Donc, c'est tout ce genre de choses-là qu'on va aller tester et essayer de voir dans le gradient, ici, je dirais, d'un côté agricole conventionnel, ensuite des essais au champ, des endroits, par exemple, comme des prairies naturelles.
On sait qu'il y en existe encore où on fait juste, par exemple, pousser du foin de manière historique pour nourrir les bêtes. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce genre d'écosystème-là? Et ensuite, bon, les forêts d'érable argenté qui sont très résistants, eux, aux inondations et qui bon, c'est des très, très beaux systèmes naturels. Donc, on a tout un gradient, c'est un peu ce qu'on va regarder sur l'impact écologique de ce gradient-là des densités agricoles. D'accord. Et puis le troisième volet, c'est le volet un peu humain, j'oserais dire, parce que tout ça, ça soulève toutes sortes de défis, en fait, pour les Oui, habitants de la région. absolument, Oui. absolument. Tout à l'heure, on disait un petit peu, hein, c'est quand même des gens qui vivent là et qui en vivent depuis longtemps. Il y a des familles autour de Lac-Saint-Pierre qui sont établies là depuis des générations. Là. Donc, c'est des gens qui vivent là. Évidemment, on ne peut pas, du jour au lendemain, tout transformer leurs habitudes, surtout s'ils doivent quelque part rester un peu concurrentiels dans le marché d'aujourd'hui. Avoir des façons de faire aussi, à revoir, des investissements potentiels. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont peut-être plus difficiles à concilier agriculture versus écologie, par exemple? Est-ce qu'on doit récupérer certaines terres? Donc, il y a toutes ces questions-là derrière en trame de fond qui touchent autant l'économie, mais aussi le monde sociétal, hein, la communauté d'agriculteurs, etc. Donc, on travaille avec différentes échelles. L'échelle, par exemple, micro, où on va voir directement les agriculteurs pour aller chercher de l'information sur le coût des pratiques agricoles, qu'est-ce quoi les barrières, qu'est-ce qui pourrait faciliter une transition vers des pratiques agricoles nouvelles ou plus respectueuses, par exemple, de l'environnement. On peut regarder aussi au niveau un peu plus méso, c'est quoi les coûts et bénéfices économiques, de différents types de scénarios d'occupation des sols. Si on veut changer certaines pratiques, c'est quoi au niveau du lac Saint-Pierre, l'impact économique de ça, le coût potentiel de soutien pour transférer ce genre, transférer à une nouvelle type d'agriculture. Et après ça, bien évidemment, il y a des chaînes macro, hein, où on est plus avec les ministères, les programmes gouvernementaux actuels. Est-ce qu'on doit mettre des nouvelles lois en place, des nouveaux règlements ou adapter ce qui fait déjà pour mieux travailler ensemble? C'est un peu tout ça qu'on regarde, je dirais, dans l'aspect socio-économique là, par des gens, encore pas sur mon domaine, des chercheurs du pôle qui sont spécialisés dans ce genre de thématiques-là de recherche. D'accord, oui, mais c'est vraiment intéressant de voir donc que tout ce monde-là se parle, tous ces secteurs se parlent. On voit qu'il y a des grands défis, mais en même temps, il y a beaucoup d'espoirs qui sont amenés par ce genre de recherche. Ça va clore notre conférence pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, François, pour ces explications très éclairantes. Merci aussi à vous, cher public, de votre attention et à nos partenaires, donc le GRIL, par le biais de son programme Dialogue Menaces sur les lacs, les fonds de recherche du Québec pour ce qui est du soutien au Centre Déclic. C'est maintenant la fin de cette vidéo, mais ne bougez pas, on vous revient tout de suite au direct pour répondre à vos questions. Merci. Merci.